Les quoi? L'autre, elle met en évidence. Écoute. Bonsoir à tous. Chers amis, c'est un réel plaisir pour moi de pouvoir m'adresser à vous ce soir. Depuis plus de 10 ans, à l'automne, nous nous réunissons pour la remise du prix du premier recueil de poèmes attribué par notre fondation. Nous avons alterné les lieux de remise de ce prix à Paris et à Bruxelles. La bibliothèque de l'Arsenal, l'hôtel de Sully, la librairie Tropisme dans la Galerie des Princes à Bruxelles et l'an dernier, la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, place du Panthéon. Cette année, c'est en visioconférence que nous pouvons être au rendez-vous. Ce que nous perdons évidemment, et nous le regrettons très vivement, en chaleur humaine et au plaisir de se retrouver, nous le gagnons malgré tout en nombre de participants et en expansion géographique. C'est ainsi qu'une de nos lauréates originaires de Gaspésie au Québec, Joanne Morancy, est parmi nous ce soir et je suis heureux de la saluer. Il nous a en effet paru essentiel qu'en ces temps difficiles, la poésie continue à nous accompagner. C'est pour cette raison que nous avons tenu en mai dernier, c'est-à-dire en plein premier confinement, à organiser par Zoom conférence le concours de récitation de poèmes 2020, dont la finale devait avoir lieu au théâtre du Rond-Point des Champs-Élysées le 23 avril. Ce concours, comme vous le savez, est un des piliers essentiels de notre fondation, avec les lectures et la remise du prix du premier recueil que nous célébrons ce soir. En 2020, 29 classes de seconde y participent à verser notre processus de sélection. Mais grâce à l'enthousiasme de Nathalie Berton, que je tiens à remercier en notre nom tous très chaleureusement, Nathalie Berton, déléguée académique aux arts et à la culture au rectorat de Paris, notre partenaire depuis l'origine pour ces Olympiades, avec le concours des enseignants, joints sur leur téléphone portable en plein confinement encore une fois, à la présence virtuelle des élèves dispersés un peu partout, à un fantastique spécialiste du mixage, et aussi, et je tiens à leur rendre hommage, à un jury décidé à donner de son temps le 8 mai, nous avons pu bénéficier de conditions de réception excellentes, visionner les candidats et sélectionner, comme chaque année, les 4 gagnants. Je vous précise que les vidéos se trouvent sur le site de la Fondation, dont je vous rappelle les coordonnées, www.fondation avec un grand F, fondation donc poésie.org, et sur celui du rectorat de Paris. Les remerciements des enseignants, des élèves qui ont participé et des membres du jury nous ont convaincus, s'il en était besoin, qu'il fallait maintenir coûte que coûte les échéances de notre fondation, et c'est ce que nous faisons ce soir avec la remise du prix. Cette année, la fondation a reçu 30 recueils. Je vous rappelle que le critère de sélection, c'est qu'il doit s'agir de recueils de poètes francophones.
Ceux qui nous ont adressé des ouvrages venaient de Suisse, de Belgique et de France. Malheureusement, et pour des raisons purement logistiques, nous n'avons pas reçu de recueil, ni en provenance du Québec, ni en provenance d'Afrique. Nous espérons tous que l'an prochain, ce sera réparé. Le comité de lecture en a sélectionné 6, dont les auteurs avaient entre 25 et 68 ans. C'est pour moi à l'instant l'occasion d'évoquer avec vous la mémoire de Pierre Auster, membre du comité de lecture et du jury, figure tutélaire de la Fondation jusqu'à sa disparition il y a quelques jours. Son exigence intellectuelle, voire son intransigeance, son refus des conventions, de toute compromission, faisait de lui l'incarnation du poète solitaire, mais son humour qui se voyait dans son sourire malicieux le rendait éminemment humain et accessible. À n'en pas douter, il était l'un des plus grands poètes français contemporains et est unanimement regretté. 2 poètes, membres du jury, ont tenu à lui rendre hommage ce soir en lisant un de leurs poèmes préférés. Michel Collot et Pierre-Alain Tache, à qui je passe maintenant la parole. La première lecture va être dite devant vous par Michel Collot. Michel, je vous cède la parole. Bonsoir. J'ai choisi de vous lire un des tout premiers poèmes de Pierre Auster. En fait, il s'intitule Premier poème. Et c'est aussi un poème qu'il a publié tout jeune. Il avait, quand le poème est paru en revue, je crois, 22 ans. Et il l'a placé au centre de son premier recueil, qui est paru en 1955, Le Chant de mai, dont j'ai ici l'édition originale. Et ça aurait pu être un de nos lauréats, le prix du premier recueil 1955. Et il a reçu d'ailleurs le prix Fénéon, qui est un prix qui est accordé, décerné aux jeunes artistes et aux jeunes écrivains. Donc, c'est aussi pour moi, d'un point de vue plus personnel, le premier recueil, le premier poème de Pierre Auster que j'ai lu, que j'ai découvert quand j'avais 16 ans à la bibliothèque municipale d'Aubervilliers dans l'anthologie de Maurice Nadeau. Ce poème comptait aussi pour Pierre, puisque il l'a placé en tête de l'anthologie Paysages du tout, qui est parue en l'an 2000 dans la collection Poésie Gallimard. Je vais donc vous lire ce premier poème qui garde l'empreinte de l'influence de Saint John Perse, mais qui est déjà, je crois, l'expression de ce haut langage qui a toujours été celui de la poésie de Pierre Auster. Cavalerie de l'or, cavalerie du temps, toute cavalerie entend battre la mer, et la forêt mouillée, cavalerie l'entend. Grande forêt mouillée, entend battre la mer, grande forêt entend. Cavalerie de l'or, cavalerie du temps, ô forêt d'eau et d'or, grande forêt mouillée, entend battre la mer, l'Oya souffre là-bas de n'être pas foulé, foulé, ô vain sommeil que sale des écailles. Voici, grande forêt, tu es roc et tu vis. Je respire à travers, ô forêt, au galop, ton noir galop de pierre. Cavalerie de l'or, cavalerie du temps, claire cavalerie des grands actes du temps. Un arbre dans le ciel,
contre le ciel prétend. Ô tempête trouée d'un arbre toujours noir, ma coiffure défaite griffe le lit tend. Un arbre dans le ciel, et la force se lave. Un arbre dans le ciel que protège un oiseau. Ah, qui protégera l'arbre assiégé d'épave de regarder au ciel trop haut? Ô repos, tu ignores l'eau du fleuve et ses dons. Le fleuve doit grandir sans ton adoration. Cavalerie de l'or, cavalerie du temps, au cœur de la montagne, balance des torrents. Quelle flamme surplombe, ô fontaine des feuilles naïves, le message de l'été partagé. De visantes saisons, frondaisons, répondez. Un arbre dans le ciel, la ruisselante mort n'aura pas de maison. À l'heure du déjut, la défaite incertaine. La mer incendiée recule sous les ponts. L'or même s'abandonne. La nuit lignée, limpide, parcourue de parures, exalte ses raisons. Pluie, espace, victoire, solitude des jours, une douceur de sable campe sur mes genoux. Mon rire ne sait plus quel refus le soulève, quelle bête détourne l'océan de ma joue. Un cheval sans sabot paie derrière la brume. Je songe au coquillage qui le couvre de sang. Lueur de l'origine, redénouer la mer. Ô mort déjà moins vieille, entre en sédition. Un arbre dans le ciel, solitude des feuilles. Ô solitude en feuilles sur mon tronc. Merci beaucoup, Michel, pour ce très très beau poème que vous nous avez lu et vous nous avez expliqué tout ce qu'il représentait pour vous depuis de très nombreuses années. Je passe maintenant la parole à Pierre-Alain Tache, qui, à son tour, va nous lire un poème qu'il a beaucoup marqué. Bonsoir, merci. J'ai choisi de lire des fragments du 27e poème qui appartient au recueil intitulé Les Dieux, parce que ce recueil est celui qui a été l'objet du premier partage épistolaire que j'ai eu avec Pierre Auster au début des années 70. L'univers de nouveau m'apparaît. L'univers de nouveau rime avec le langage. Je retiens dans mes mains l'existence unanime des noms, le simple déploiement d'un ciel royal autour des arbres, l'enchantement des champs épars, le soleil sur tout lieux étendus. Voilà l'histoire que me raconte un puissant paysage d'automne. Une place y est faite à qui se veut témoin de l'autre éternité. Grâce au vol matinal d'un oiseau, lorsque la volupté nous aime et nous entraîne, le lit d'une longue rivière accueillant nos destins indistincts, il m'est loisible de concevoir, par-delà le ressaut des montagnes, quelque semblant très pur de la paix qu'enveloppe la nuit. Rien n'est si beau que ma sagesse, où mes secrets ne le devinent. Rien ne m'est étranger dès que j'ai côtoyé la majesté des bois. Alors, le silence est un Dieu. Il est plein d'un passage de signes. L'oracle dans sa bouche a la limpidité véhémente des eaux. Les mots, même que je t'ai bien,
lui sont une fête. Il n'est que d'écouter jusque dans le creux des coquillages l'intimité de la campagne et les courtes paroles du vent, que de marcher vers les andins sous la tempête frémissante d'un pas incomparable et digne infiniment des futures moissons, pour découvrir qu'avant l'hiver, entre les souches et devant elles, l'humus en sa richesse est parfois revêtu du caractère sacré. Déjà, mon cœur se satisfait d'une strophe accordée aux vendanges. L'odeur d'une cuve de moût m'inspire un léger souvenir. Devant la mer et les jardins, ce sont les choses qui scintillent. L'antiquité du ciel est peut-être attachée à l'absence de voix. Ah, la lumière, je la dérobe aux ruisseaux qui la rendent brillante. Elle est ma nourriture, et je ne compte en moi pour réelle vertu qu'une amitié pensive avec l'élan doré de cette ténébreuse qui se reflète facilement dans les taillis et dans mes yeux. Je dis, je vois, je nais, je suis sûr de l'essence divine. Et si vous le permettez, comme un post-scriptum ou peut-être aussi comme un adieu plus personnel, quelques lignes extraites d'un nom toujours nouveau. L'univers adorable apparaît sous les sources infimes. D'un doigt près d'un visage où le jour va rosir, je puis montrer une tendresse indiscernable du désir. Au plus fort de ma longue défaite, je crie et je résiste. Sensible, insensible à l'abîme, je franchis la mer lourde et triste. J'aspire sensible, insensible, à la nuit comme aux pierres d'un port. J'ouvre au flux des orages l'immensité de la mort. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre-Alain, pour cette belle lecture. Et je voudrais vraiment remercier nos deux amis, membres du jury, fidèles membres du jury, qui, je pense que c'était vraiment la meilleure façon de rendre hommage ce soir à Pierre Auster. Maintenant, revenons à notre déroulé pour la remise du prix. Le jury, donc, s'est réuni le 16 septembre dernier, à la fois en présentiel, comme on dit, à Paris, avec Marianne Wurstel, Julie Chavannes, Suzanne de Belsize, Michel Collot, Jean-Pierre Lemaire et Marie-Hélène Labbé, qui ont bravé à cette occasion-là la canicule parisienne. Tandis que de Suisse, Pierre-Alain Tache, François Deblu et Laurent Sénamo faisaient part de leurs observations et de leurs choix. Je les remercie tous très chaleureusement. Le choix s'est porté sur le recueil d'Evelyne Bois-Mollès, Se taire et se taire, publié aux éditions Almanach, et je adresse en notre nom, au nom de la Fondation, nos plus vives félicitations. Avant de passer la parole à Suzanne de Belsize, qui va nous indiquer les raisons pour lesquelles le jury a retenu le livre d'Evelyne Bois-Mollès, je voudrais vous signaler que nous pouvons vous envoyer par la poste ce recueil, le plus simple étant de nous communiquer, soit sur nos mails, soit sur le site de la Fondation, vos coordonnées, et nous espérons très vivement que lors d'une prochaine occasion, peut-être à la remise du prix l'année prochaine, nous pourrons nous réunir de nouveau physiquement parlant, et à ce moment-là, Evelyne pourra dédicacer cet ouvrage dans un cadre le plus convivial possible. Merci de votre attention, et Suzanne, je te passe maintenant la parole pour présenter l'ouvrage retenu cette année.
Bonsoir à tous. Merci beaucoup Antoine et Marie-Hélène de m'avoir donné l'opportunité de présenter le recueil d'Evelyne Bois-Mollès. Moi, c'est un recueil qui m'avait beaucoup touchée au moment de la lecture. Et d'ailleurs, je précise que si vous ne m'entendez pas à un moment ou si vous entendez des cris d'enfants trop forts derrière, n'hésitez pas, quelqu'un, à m'interrompre et voilà, je trouverai une solution. Evelyne. Est-ce que vous me permettez de vous appeler Evelyne ? Comme souvent, après avoir lu votre recueil, j'ai le sentiment de vous connaître et j'ai presque l'impression que j'ai le droit à cette familiarité. C'est exactement ce genre d'attitude du lecteur qui met les auteurs dans des situations très inconfortables lors des salons du livre. Mais ici, nous sommes dans un petit cocon virtuel, certes, avec un petit cercle de gens bienveillants. Donc, je me l'autorise. Evelyne, donc. Avant de commencer, je voudrais apporter une précision. Ce que je vais dire ici, mes propos sont issus essentiellement de mes impressions de lecture, mais avec un certain nombre d'emprunts à Michel Collot, Jean-Pierre Lemaire et Judith Chavannes, 3 des poètes du jury. Je ne vais pas mettre des copyrights à chaque phrase, mais sachez qu'ils seront un peu partout dans cette allocution. Je remercie beaucoup Jean-Pierre et Judith de m'avoir envoyé leurs notes de lecture. Et quant à Michel, j'ai pris des notes en douce dans ce qu'il disait pendant les délibérations. Donc, les emprunts sont plus sournois, mais ils seront là quand même. Allons-y donc. Le paradoxe de votre recueil, Evelyne, est présent dès le titre. Vous écrivez sur le silence. Le poète, comme le lecteur, est appelé à se taire. Pour le lecteur, on peut comprendre, encore que ce ne soit pas évident, mais qu'est-ce que c'est que ce poète qui revendique de se taire ? Je vois d'ici l'air dubitatif de la classe de lycéens qui aurait à étudier votre recueil. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, se taire en poésie ? Bien sûr, on commence par l'évidence, il y a une certaine économie de moyens, des poèmes courts, des phrases brèves, des mots posés au trébuchet. Vous êtes l'inverse de l'auteur qui s'écoute écrire. On imagine très bien, en lisant le recueil, que vous avez élagué encore et encore vos textes pour arriver à l'épure. La voix qui se taisait, c'était encore trop, écrivez-vous. Et bien sûr, il y a dans chaque poème une place laissée au silence. Pour ceux d'entre vous qui ont essayé de lire à voix haute les poèmes de ce recueil, vous vous êtes sans doute aperçus qu'on ne pouvait pas les dérouler comme une litanie, que l'écriture nous obligeait à nous arrêter de temps en temps, à laisser entrer le silence. À Jean Hatzfeld, pierre à vif, verticale, mordue par le soleil, l'éclat, le nu de la vie, le calcaire chauffé à blanc, vent, lame de clarté, désert. Et une grotte aménagée dans la roche, un oiseau sectionnant le bleu, ce vol, ton suicide, Hélieuse saillant au sommet de l'or. Et le silence, où le cri sans décibels nous hante, où passent, larme après larme, les cystes du jour. Vous voyez dans ce poème, que je trouve magnifique, que ces points qui fragmentent, ce silence qui se glisse entre les vers, ils servent moins à taire qu'à souligner, à donner du poids aux mots. Ces silences, c'est comme le liseré de lumière qu'on voit parfois sous les nuages, celui qui nous fait voir le nuage. Et la poète le sait bien, qui écrit « Et dans le silence, un vital tambour, je l'entends, pulse. » À travers des vers souvent brefs, des phrases nominales, des ruptures et la juxtaposition des contraires, la beauté, l'infâme, émerveillement, horreur, une musicalité subtile, syncopée, se dégage de ces accords espacés par les silences. Un bruit de rivière à même les mots, pour citer un de vos plus jolis vers. Je voudrais aller plus loin. De la musique avant toute chose, certes, mais vos silences ne sont pas que musicaux. En réalité, vous êtes moins une poète qui se tait qu'une poète qui écoute. Vous le dites d'ailleurs, le silence parle. Le vôtre, Evelyne, est un silence qui écoute le chant du monde. Le silence parle. L'ombre de l'hirondelle sort de la pièce.
sur le seuil, l'été se souvient d'une attente. C'est dans le silence, et dans le silence seulement, qu'on peut sentir l'infinie subtilité de l'ombre d'une hirondelle. Ce recueil est une école d'attention aux présences du dehors et du dedans. La présence des oiseaux sectionnant le bleu, des pierres, des fleurs, des regards, des visages. Vous êtes présente au monde autour de vous et vous nous le rendez présent. Les paysages, les éléments, les murmures de la nature, vous nous les donnez à voir, à sentir et à entendre. Vous écoutez le monde et nous, à notre tour, nous l'entendons. Un déchirement se creuse. Ce sont, au ciel, larges trouées de clarté. Un oiseau crie. Le vent. Vous répondez, peut-être sans le savoir, à une injonction de Pierre Auster qu'on a déjà abondamment citée, mais permettez-moi de citer encore quelques vers de La Terre. Ouvre les mains, la terre dort, interroge, invoque en dehors des mots le murmure de l'air. Les mots que je tais s'achèveraient en combat monotone si nous ne pénétrions le camp des saisons, ne tentions de brin d'herbe, embrun de la rosée et des vagues, de rompre une énigme heureuse. Vous savez, Evelyne, interroger le murmure de l'air, pénétrer le camp des saisons. Vous entremêlez les sensations en pratiquant l'art de la synesthésie et vous nous invitez dehors, parmi les éléments, à vos côtés. La brise passe dans le soleil. On ne la voit pas. La rose, les vers bougent un peu plus fort. Laisse ainsi la douleur aller. On ne l'entend pas. La rivière, ses bonds brillent un peu plus fort. Et la roselière s'incline. Le sentier ralentit entre rêve et poussière. Une caresse répond plus juste au regard de l'enfant. Dans le ciel, la rose renverse l'encrier rouge. Un corbeau crie. Ton enfant se penche, se relève, va. Quand j'ai répété ce discours, parce que j'ai répété, à chaque fois que je lisais un poème en entier, j'avais envie d'arrêter là. J'avais envie de vous laisser tous écouter le poème résonner, comme on entend les cloches après qu'elles ont fini de tinter. Car je trouve, Evelyne, que vos poèmes résonnent. Dans le silence, on continue de les entendre. Alors du coup, dans ma lancée, je vais vous en lire un autre, qui est un de mes préférés. La neige viendra-t-elle lécher la lumière? Les flocons composeront-ils une lenteur dans l'éclair, la surprise du regard? Les perdrix se sont enfuis. Le ravin a bu le sang. Maintenant, le silence pose son linceul. Ouate de l'air, buisson, sève noire, heure blanche, comme ils sont vivants, les morts. J'aime beaucoup ce dernier vers qui vient secouer la torpeur de la neige. Comme ils sont vivants, les morts. C'est un très bon exemple de votre rapport à la mélancolie. Un peu plus loin dans le recueil, vous dites « Donne-moi le la, que je puisse chanter juste au-dessus de l'abîme, que sans plainte je pleure ces oiseaux cloués à même le jour. » Que sans plainte je pleure. La douleur, la peine, la solitude, elles sont là, un peu partout dans le recueil. Mais elles sont pudiques, elles sont retenues et sans complaisance. L'heure se courbe, le jour s'éteint. La fatigue, ici, desserre un peu ses griffes. L'hébétude boit au rectangle du soir. Vive aubépine, cerisier mort. Vent dans un feu de corolle. Inflexion. Le silence m'étreint jusqu'aux larmes. Cet extrait parle de solitude, de tristesse, mais vous avez remarqué que le jeu ne vient qu'à la toute fin. En fait, Evelyne vous laissait ici parler pour vous le soir, l'arbre, le vent. Et le désespoir reste malgré tout tenu à distance. Si le cerisier est mort, l'aubépine reste vive et le vent soulève un feu de corolle. J'ai ressenti pour ma part, et je ne pense pas être la seule, quelque chose d'étrangement consolateur dans votre recueil. En fait,
presque dans chaque poème, se glisse une douceur qui atténue le chagrin. Oui, la lampe me parle des lampes, et le soir s'en vient plus large, et la peine pèse moins. Cette consolation, vous la trouvez souvent dans la contemplation, dans l'observation patiente de la lumière, des fougères, de la pluie. Et en quelques mots plantés dans la page, vous nous apaisez, vous nous consolez, nous aussi. Les 1001 lignes de la pluie, leur murmure encore, longuement à dire ce que nos mots peuvent taire, longuement à penser ce que nos mains ne savent guérir. Je vais me permettre une intrusion dans l'actualité, parce que j'imagine que certains d'entre vous n'ont pas encore eu le temps de lire le recueil, vous ne l'avez peut-être pas reçu, et que d'autres l'ont seulement parcouru. Et je voudrais dire à ceux-là, comme aux autres d'ailleurs, que c'est un livre utile en cette période troublée que nous vivons. Un livre utile pour plusieurs raisons. D'abord, je viens de le dire, il est consolateur, il nous aide à affûter nos capacités d'observation. Or, le temps du confinement est un temps propice à l'observation. Ensuite, une autre raison, un peu plus anecdotique, est que le recueil comporte un beau poème sur le travail manuel et le compagnonnage avec les objets. Et là encore, pour certains d'entre nous, c'est d'actualité. Alors, je vais vous le lire. Les outils parlent une autre langue. J'aime dans nos bouches leurs mots doux et durs. J'aime leur silence. Ils domptent la plainte, ils polissent la joie. Des fruits au fumier, de la fumure à la récolte ou à la perte, j'aime leurs gestes. Au passage, une main caresse le col de la bête. Au passage, un regard saisit l'étincelle de l'oiseau. L'acier, le bois, le corps ne pèsent pas, pèsent la faille et les alphabets pulvérisés, comme nous les savons. Au passage, un regard savoure, vol de l'oiseau, une danse. Et puis, il y a une troisième et dernière raison pour laquelle je trouve ce recueil utile. C'est que, comme vous le dites, Evelyne, le rêve du silence relie. Ce recueil n'est pas seulement celui de l'introspection. Dans une sélection de premiers recueils de poésie, je peux vous le dire, et ça fait plusieurs années que je suis dans ce jury, on a beaucoup de recueils extrêmement introspectifs. Et à la longue, ça peut devenir un peu indigeste pour les membres du jury. Or, ici, ce monde qui se fait entendre entre les mots épars n'est pas seulement introspectif, il n'est pas seulement bucolique non plus. On y voit surgir l'histoire avec ses amples chambres à gaz. Mais plus particulièrement, je voudrais m'attarder sur une série de poèmes, une petite série de poèmes très beaux, qui sont des poèmes sur la relation, et en particulier sur la relation à l'étranger, à l'exilé. Tu parles une autre langue. Une étoile est ta signature. 1001 étoiles. Et nous bûmes ensemble l'écart où dansent flux les galaxies, et nous sûmes ensemble. Le buisson dans la nuit continue de brûler. Ta signature, une croix, une étoile. Cette relation qui bouscule parce qu'elle se construit sur un éloignement, une incompréhension, parfois une peur, Evelyne, vous la transformez par la poésie qui fait de la croix de l'analphabète l'étoile du voyant. Et vous faites jaillir la joie. Sur les pierres gorgées de feu, sais-tu, contre le silence, le heurt des graines de genêt. Dans ta langue, dis, existe-t-il un mot pour libérer, pour faire voler, chanter la déhiscence? J'entends encore bondir la joie dans la poitrine de la solitude. Sonorités claires et drues, jet des graines en averse sur les calcaires à blanc. Son, musique d'un or futur déjà respiré, déjà partagé. En cette période du retour de la terreur, de la tentation toujours renouvelée du repli sur soi, qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre parler de la joie de la rencontre, de la vie partagée et, pardonnez-moi le lieu commun, il est important, de la richesse de la différence. Et quel meilleur endroit que la poésie pour faire sentir la beauté qui naît de la multiplicité des langues.
vint l'heure où la pellicule qui recouvre la graine des dates eut un nom, Katmir. Vint cette émotion. J'y entends comme un écho de Mahmoud Darwish, qui écrit dans son recueil Mural « Et je suis l'étranger, avec tout ce qui m'a été donné de ma langue. Et si je soumets ma tendresse par la lettre Dad, elle me soumet par le Ya, ma tendresse. Les mots, s'ils sont lointains, possèdent une terre voisine d'une planète plus élevée. Et les mots, s'ils sont proches, détiennent un exil. » Cette tension entre le proche et le lointain, le foyer et l'exil, vous la donnez à voir, mais surtout vous parvenez à la dissoudre, souvent, par vos mots. Vos mots qui savent dépeindre ces minuscules rapprochements, ces instants de communion presque silencieux que connaissent tous ceux qui ont rencontré des exilés. Les lèvres apprennent la différence entre le geste et le mot, la différence entre se taire et se taire. Les lèvres sourient. Je sais un merci, exil de l'exil, où le visage éclaire. En guise de conclusion, je voudrais vous lire un dernier poème qui concentre plusieurs des points que j'ai abordés. La place du silence, la présence au monde et le chant qui en est, Evelyne, dans votre recueil. La voix qui se taisait, c'était encore trop. Le réel étreignit ce silence, et l'étreinte entra dans des neiges plus compactes. La veille, c'est certain, à l'aube, un chant s'était déployé. Merci beaucoup. Merci Suzanne pour allô, Anne-Fleur? Mais... Oui, c'est bon, vas-y. Bon, c'est bon, d'accord. Ben, merci beaucoup Suzanne pour cette présentation qui, je crois, nous introduit magnifiquement à maintenant la lauréate, Evelyne Bois-Mollès, à qui je suis heureux, tout en renouvelant mes félicitations, de passer la parole. Bonsoir à tout le monde et merci Suzanne. Je suis vraiment très émue, donc j'aurais du mal à vous répondre et heureusement que Marie-Hélène m'avait demandé de préparer un texte. Vous le voyez à l'écran, je ne suis plus toute jeune et je crois que c'est la première fois, enfin en tous les cas je n'ai pas besoin des doigts d'une seule main pour compter en fait les personnes avec qui j'ai pu parler de cette poésie, d'éventuellement comment elle peut être reçue. Donc ce soir pour moi c'est vraiment un gros cadeau que vous me faites et je vous en remercie. Voilà. Et je vais essayer de lire le texte donc, que j'ai préparé. Marie-Hélène m'avait dit essayez de parler de votre cheminement poétique. Donc voilà ce qui est sorti et que j'espère pouvoir partager avec vous. J'ai intitulé le texte « Autre chose, quelque chose ». Merci et la mort s'étonne. Merci, la mort n'insiste pas. Merci, c'est le jour qui s'en va. Merci simplement un homme, s'il tient un échec le glas. Je tiens aussi à vous dire, avant de commencer, que le texte a été écrit avant que je n'apprenne la mort de Pierre Auster et que je pense que certains passages peuvent rappeler justement la mort, la vie et que, bon voilà, que Pierre Auster est aussi présent en ce moment où je vais essayer de vous lire le texte.
Ce quintile de René Char fait partie des vers que je me suis maintes fois répétés et aussi des vers que j'ai le plus souvent envoyés parce que, oui, la vie a des gestes qui peuvent nous amener, tous, chacun, à la gratitude. Aujourd'hui, c'est vers Marie-Hélène et Antoine Labbé et leur fondation, c'est vers le jury du prix du premier recueil que vont mes remerciements. Et vers Alain Gorius qui, recevant par la poste se taire et se taire, accepta d'éditer ces pages. Et vers vous toutes qui êtes en train de m'écouter. Mais s'il s'agit ici de présenter le cheminement poétique qui serait le mien, ces remerciements doivent être élargis à cercle plus ample, au cercle sans circonférence où entre tel et tel professeur, à Ernest Flammarion par le truchement de mon premier dictionnaire illustré et les hasards de la naissance et la lutte, les farondoles et les bouquets respirés aux branches innombrables des mains et des nuages. Quand Marie-Hélène Labbé m'a téléphoné pour me faire part du prix, j'ai cru à une erreur. Je n'avais en effet envoyé aucun poème, aucun recueil à quelque concours que ce soit. Ni erreur, ni plaisanterie. Et me voici ce soir, par l'intermédiaire de l'écran, puisque ce virus, en train de vous remercier. Il n'est pas aisé pour moi de vous présenter mon cheminement poétique, parce que poésie, poème sont une respiration. Ils ne se dissocient aucunement de ma vie, ils sont comme ces étrangères, ces intimes mains qui en ce moment sur le clavier écrivent, vous écrivent. Et puisque j'ai commencé par la fin, par votre prix, par votre reconnaissance qui appelle la mienne, et puisque je me sens peu capable de mettre brièvement en mots un cheminement qui correspond à toute une vie, j'insisterai surtout sur quelques moments clés, morts et naissances. Je me pencherai ensuite non sur le recueil, mais sur la dédicace parce qu'elle me semble suggérer transmission itinéraire. Et je finirai en vous disant un mot de l'ensemble de mes écrits qui dort dans mes tiroirs. Les premiers vers, donc, ils s'imposèrent à moi, 11, 12 ans. Ils surgirent d'un appel non proféré parce que l'enfant ou l'adolescente savait que la famille alentour, aimante, ne pourrait répondre. Ce premier texte fut un cri qui, sans en avoir conscience, trouva de quoi traverser en silence les mutismes, trouva, par les mots, une façon de continuer. Surgissement d'autant plus étonnant que les livres ne circulaient guère dans l'entourage familial, encore moins le poème. Mais au primaire, au collège, au lycée, il y avait le cahier de récitation, ce cahier particulier. Une feuille transparente y séparait page quadrillée où s'inscrivait le poème et page à dessin où la blancheur et le granulé du papier attendaient une improbable illustration. La plupart de ces poèmes m'ennuyaient, surtout ceux de la petite école et du collège, mais il y avait avec ces mots autre chose que des mots, autre chose que, bien plus tard, je suis à l'origine d'incalculables volumes. Dans le lieu mystérieux où, pour moi, s'élabore le poème, ces cahiers jouèrent leur rôle. Et un soir d'automne ou d'hiver, alors que la famille se taisait et que les flammes dans la cheminée parlaient, ce furent pour moi l'expérience du manque, du désarroi, la vie, les vers qui, d'un même mouvement, cheminèrent au travers des secondes. Je ne savais pas, ce soir-là,
que quelque chose venait de sourdre qui ne finirait, je puis le dire aujourd'hui, qu'avec ma mort. Une autre naissance eut lieu en Espagne, où après des études universitaires, je me rendis en tant que lectrice. Exactement 3 mois après être arrivée aux îles Canaries, et alors que dans la famille, mes parents et moi n'avions jamais parlé que le français, et mes grands-parents maternels une langue à nous, mélange de français, de catalan et d'occitan, eh bien, soudain, je me vécus en train d'écrire en espagnol. Si vous m'aviez dit un quart d'heure ou plus tôt que cela allait m'advenir, j'en aurais ri incrédule. Et pourtant, quelle expérience, quel tremblement de corps, tremblement que très longtemps après, j'ai essayé de faire glisser dans les mots français. En janvier 75, donc, à 23 ans, dans cette île du Hierro, dont je ne connaissais pas même le nom quelques mois auparavant, le flot qui jaillit de moi, car ce fut un flot, se fit dans cette langue des ascendants, cette langue du sang, peut-être. Pendant 5 ans, j'écrivis en espagnol. Je fis mes gammes dans cette langue qui est une musique et qui souvent me fit croire, à tort, à raison, que ce que j'écrivais était du poème. 2 ans après mon retour en France, l'espagnol ne me lâchait pas. J'étais loin de connaître tout ce que Claude Esteban, par exemple, avait écrit sur le bilinguisme, notamment dans le partage des mots. Tout cela viendrait beaucoup plus tard, plus tard, plus tard. En attendant, mon premier recueil constitué, le voici entre mes mains, écrit en espagnol. Je me souviens de ce sentiment d'abysse, d'isolement. Si en français partager le poème était, dans mes circonstances, impossible, à qui tendre ce recueil en espagnol? Et le retour au français, nouvelle mort, nouvelle naissance, se fit lentement, douloureusement. Mes années de lectorat en Espagne furent suivies en France d'1 année, 2, en tant qu'ouvrière agricole et de décennies en tant que professeur d'espagnol. Les poèmes continuaient à m'advenir et, par ailleurs, je me mis à lire et à lire. Mais est-ce encore lire que de ne jamais relire, que d'avancer comme au galop dans la lecture des nuits et des livres à tout va? En tout cas, les années avaient roulé. C'est désormais en français que, presque exclusivement, les poèmes vinrent au jour. Adressés à des revues, mes vers recevaient un accord favorable. Les éditions, par contre, restaient closes après que, vers mes 35 ans, à l'envoi du premier recueil en français, René Rougerie avait accompagné son refus d'un courrier fort encourageant. Les revues, donc, revues papier, revues en ligne. Citons, sans en faire une liste exhaustive, La Porte, chez qui j'ai trouvé dialogue, soutien. Citons, tout récemment, en ligne, le patient travail hebdomadaire que Michel Fievé, à partir de nos poèmes, fait avec ses élèves. Citons aussi, puisque votre fondation est sise en Belgique, le Journal des poètes, et encore, en France, de nouveau, la revue Phénix, parce que par le jeu de ses publications, je rencontrais les poèmes de Lionel Junge Allégret et que, acquérant par la suite chacun des recueils de ce poème,
j'en vais à découvrir plus amplement le travail des éditions Almanach et à me retrouver ce soir parmi vous. De sorte qu'aujourd'hui, ce premier recueil mien, publié par Alain Gorius et primé par vous, est un recueil aux cheveux blancs. On peut en sourire, et les sourires, comme les larmes, n'ont pas de sous-titrage. Pour moi, merci cogne au jour qui s'en va et qui, pour d'autres, est une aube. Agir ensemble pour une société meilleure est la devise de votre fondation. C'est pourquoi je voudrais, pour finir et ne pas finir, me pencher sur la longue dédicace de ce terre et ce terre. Car y sont présents mes grands-parents, eux qui passèrent la frontière espagnole et changèrent de langue afin de ne pas vivre sous une dictature. L'école, comme nous disions alors, mes grands-parents ne la connurent pas, et guère davantage ma mère ou mon père, né en France, lui, et qui, à l'âge de 13 ans, laissa le cahier pour le cheval et la charrue. Chacun d'entre eux respectait non le livre, mais les livres. Quant au camp d'internement du Barcarès, où la famille maternelle fut accueillie, qui, dans le foyer ou lors de mes études, en parla jamais. Dans cette dédicace également, M. Salvé, M. Garcia, ils furent mes professeurs de français et d'espagnol au collège. Il ne me paraît pas superflu de le rappeler ici, moins de 20 jours après l'assassinat, tout près d'ici, de mon collègue. Et le grand Luis Cernuda, lui, l'exil aidant, appartint à cette terriblement nommée génération des poètes sans lecteur. Parmi la multitude de recueils que je lus lors de mes années de lectorat, son œuvre, La realidad y el deseo, la réalité et le désir, brilla de cette lumière particulière qu'engendre la lucidité et m'aida à faire le choix de la vie à une époque tardive où le choix se posait encore. Laurent, qui apparaît aussi dans cette dédicace, élève hier, collègue aujourd'hui, est pour moi un des beaux cadeaux de la vie, parce qu'il n'a pas disparu de mes heures et que c'est moi, maintenant, qui pourrais être son élève. La boucle n'est pas bouclée puisque, je le disais au début, le cercle est sans circonférence, de sorte qu'un petit mot infini, ce monosyllabe qui habite mes poèmes, apparaît en fin de dédicace. Toi. Beaucoup, j'espère, y compris Prévert, vous reconnaîtrez dans ce tutoiement. Et toi aussi, Katia, qui traduisit ce terre et ce terre en portugais brésilien, bien avant que le recueil ne fût publié, bien avant qu'il ne nous réunisse ici aujourd'hui. Quant à la globalité de ce que, en fonction des vents, j'appelle mes écrivaillures ou mes écrivaillances, elle s'intitule Un como diario, comme un journal. Les textes sortent de moi, telle une source, ou bien me traversent tel un éclair le fulguré. Je ne sais pas. Mis bout à bout, ces vers forment une sorte de journal avec un recueil de, selon les années, selon les crus. Mais j'en ai gommé, transformé tout ce qui, de trop près, transcrirait directement le biographique. J'en ai gommé, transformé tout ce qui, de trop près,
transcrirai directement le biographique. Pudeur du poème, de sorte que me paraissent bien indiscrètes ces lignes qui, pour vous, à l'instant, cherchent à retracer ce cheminement poétique indissociable de ma vie. Et je n'aurai guère le loisir de les remanier. Tout au contraire, ruisseaux ou éclairs, mes poèmes jamais publiés, j'ai eu la possibilité de les relire, d'en jeter certains, d'en garder d'autres, de travailler, de les remettre 100 fois sur le métier. Tant la lumière peut diminuer sans cesser d'être vive, écrivait Yves Bonnefoy, qui en son temps m'a encouragée et que je veux ici saluer. Oui, les vers admettent la précision, le paradoxe, la contradiction, ombre-lumière, ligne nette et frontières brouillées. C'est pourquoi, peut-être, le poème s'est révélé être un indéfectible allié qui me pardonnera, j'espère, que ces pages vers vous contiennent si peu de ce qui constitue souvent non leur thème, mais leur matériau. La nature, ces chemins, parchemins inlassables, 1001 fois arpentés, la nature qui n'avait guère bonne presse lors de mes jeunes ans et qui, aujourd'hui, de toutes parts, fait signe. Je n'ai pas parlé dans ces lignes, ni des ateliers poésie faits dans les lycées où je travaillais, ni des traductions, ni de cet épisode d'un trimestre où, ayant été nommé non loin de Paris, je suivis avec exultation, en français se distingue le mot exultation de l'exaltation, où je suivis donc les cours de littérature comparée du poète Jean-Yves Masson. Le thème abordé cette année-là, les poètes en temps de détresse, reste plus que jamais d'actualité. Et en outre, il condense en 6 mots la majeure partie de ce que fut mon itinéraire. En renouvelant ici mes remerciements à chacune et chacun, je souhaite vive vie à la Fondation, que vos engagements continuent à semer le poème, c'est-à-dire envers et contre tout, à œuvrer pour le partage de la lumière. Souhait qui, certes, peut se lire au figuré, mais aussi en ce 21e siècle, au pied de la lettre. Merci, et la mort s'étonne. Merci. La mort n'insiste pas. Merci simplement à un homme s'il tient un échec le glas. Merci beaucoup, Madame, pour votre intervention pleine d'émotion et pleine de profondeur. Normalement, à ce stade-ci de nos remises de prix, c'est le moment où on se retrouve autour d'un verre pour partager un moment de grande convivialité, d'échange, de partage et également de dialogue entre le lauréat, la lauréate en l'occurrence, et nos amis amateurs de poésie. Ce soir, naturellement, ce n'est pas le cas, mais nous avons pu, je crois, passer 1 heure très intense de poésie, grâce à vous, Madame, grâce à Suzanne aussi, qui a parfaitement illustré votre œuvre, grâce à Michel Collot et Pierre-Alain Tache, qui nous ont fait revivre quelque part Pierre Auster, à qui nous pouvons dédier cette soirée. Je crois que c'était tout à fait évident. Je peux vous souhaiter, en mon nom personnel, au nom de la Fondation, d'abord vous adresser nos remerciements pour le mal que vous êtes donné, l'effort que ça a demandé à chacun d'être
présents pour cette soirée, pour la préparer dans les meilleures conditions possibles, compte tenu des circonstances. Et donc, d'abord, un grand merci. Deuxièmement, et pour m'inscrire dans la droite ligne de ce que vous nous avez dit, pour vous dire que notre fondation va poursuivre ce qui fait sa raison d'être l'année prochaine à travers l'organisation des Olympiades, dont la finale devrait avoir lieu au théâtre du Rond-Point des Champs-Élysées à la fin du mois d'avril 2021. Je ne sais pas où la situation sanitaire en sera à ce moment-là, mais nous espérons très vivement renouer avec le présentiel. Deuxièmement, le prix du premier recueil va également se poursuivre l'an prochain. Et puis troisièmement, nous avons d'ores et déjà prévu un nouveau cycle de lecture à Paris et à Bruxelles dans les mois qui viennent, en espérant encore une fois que nous pourrons le faire dans un cadre de convivialité qui est tout à fait essentiel et de proximité tout à fait essentiel pour ce genre de manifestation. Voilà, un grand merci. Je ne voudrais pas conclure cette soirée sans adresser de façon peut-être un peu personnelle mes très grands remerciements à Marie-Hélène qui finalement porte sur elle cette fondation depuis plus de 10 ans. Et moi, je suis président, j'ai eu le privilège, l'honneur et la responsabilité ce soir de dire quelques mots et puis de faire un peu le maître de cérémonie, si je puis dire, mais je ne suis pour rien dans tout ça. Et c'est Marie-Hélène, avec le concours de nos fidèles partenaires, membres des jurys, membres des comités de lecture, nos partenaires du rectorat de Paris avec Nathalie Berton en tout premier lieu, c'est grâce à tous ces participants que la Fondation continue et s'affirme. Et puis, dernier point, pour l'anecdote, pas pour l'anecdote, mais sur un plan pratique, un grand merci à nos enfants qui nous ont permis de faire en sorte que, je l'espère, vous aurez pu recevoir dans les conditions les plus optimales possibles cette soirée. Vous êtes poète, vous êtes intellectuel. Nous, je ne sais pas très bien ce qu'on est. En tous les cas, ce que je sais, c'est que nous ne sommes pas techniciens et sans les uns et les autres, rien n'aurait été possible. Un grand merci. Je vous souhaite en tous les cas une très bonne soirée pour ce soir. Et puis surtout, j'espère qu'on se retrouvera tous en pleine forme, ensemble, autour d'un verre l'an prochain. Merci à tous et bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne Bonne soirée. soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne À soirée à bientôt. tous. Bonne soirée, merci. Merci Au plaisir de nous revoir. Plaisir. Merci. De vous lire aussi. Au revoir. Merci de nous avoir fait découvrir ce beau poème. Merci beaucoup. Au revoir. Merci infiniment. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Bonsoir, merci. Au revoir, merci. Merci Anne-Claire. Merci beaucoup. Merci madame. Très belle soirée, vraiment, merci. Voilà. Excellent. Tu avais coupé ta caméra, en fait. Oui, j'avais compris. Mais ils ont souhaité que j'active à nouveau, alors je l'ai fait pour dire au revoir. Mais d'accord. Et tu Voilà. pouvais pas l'activer, non? Non, non, je ne pouvais pas. Enfin, si, il y a eu un moment. Jean-Pierre, on vous entend. Hein. On est très content d'ailleurs. Je vous dis merci, au revoir à tous. Je vous rappelle, Marie-Hélène. Merci. Bon. Many thanks. Salut Anne-Fleur. Ah non,